Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette session de l'information sur Eden Télévision. La société immobilière Groupe Franchise Immobilier fait des heureux parmi sa clientèle. C'est à travers un jeu tombola dont le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP et la construction de l'aéroport de Cotonou, deux sujets d'actualité autour desquels les jeunes leaders de la 15e circonscription électorale ont échangé ce 27 janvier 2018. On en parle dans cette édition. Et puis, le 30e sommet de l'Union africaine s'achève ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Le président tchadien Paul Kagame à la tête de l'institution dans le cadre de la présidence tournante. Il succède au Guinéen Alpha Condé. Bienvenue dans ce journal. Ce public reportage pour ouvrir ce journal, la société immobilière Groupe Franchise Immobilier a organisé un jeu tombola pour gratifier ses clients. La cérémonie de tirage au sort s'est déroulée ce week-end en présence de sa clientèle. Au thème du tirage, c'est Achille Boris Adikpetor qui part avec le premier prix, une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Ce samedi 27 janvier 2018 aura été un grand jour pour les clients du groupe Franchise Immobilier car la promesse faite a été une réalité. En effet, le tirage au sort du jeu Tombola organisé a été fait devant la grande partie des clients au bar Costa Rica à Lobozumpa dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous avions promis il y a de cela 1 ou 2 mois des remises de l'eau à vous tous qui aviez effectué des achats courant décembre-janvier. Ainsi, 4 lots seront tirés au sort. 4 lots. Le premier lot, il s'agit d'une parcelle à Toribosito et les 2 suivants lots sont respectivement demi-tonnes de ciment. Et enfin, le dernier lot, il s'agit d'un paquet de feuilles de tôle. En dehors de ces différents lots, nous avions décidé de ne laisser personne partir d'ici sans rien ce soir. Alors, même ceux qui ne seront pas parmi ces gagnants, c'est-à-dire les peu chanceux parce que tout le monde est chanceux, et iront quand même avec des lots de consolation qui sont quand même des lots auxquels vous-même, vous n'allez pas vous attendre. Donc, c'est toujours de grandes surprises avec Franchise Immo. Après donc les mots du directeur général du groupe, le principe du jeu a été expliqué à tous les participants et les numéros à tirer découpés devant eux tous. Question de transparence oblige. L'honneur reviendra à la petite SNM de tirer au sort les 4 grands gagnants de la soirée. Toute l'assistance retiendra alors le souffle. Après avoir remué, est-il le premier numéro? Et c'est connu. Achille Boris Adikpetor, ingénieur des télécommunications, détenteur du ticket numéro 87, gagne le premier lot, une parcelle de 500 mètres carrés à Toribosito. Il ne cache pas ses impressions. Je suis né en 87, c'est pourquoi j'ai pris 87 parmi les 3 numéros que j'ai choisis. Je ne m'attendais pas, donc je remercie le groupe Franchise Immobilier et je demande à tous les clients de ne pas être découragés, de pousser, de venir vers Franchise Immobilier. Avec Franchise Immobilier, il y a la vérité. Il sera suivi de 2 autres gagnants qui repartent chacun avec 10 paquets de ciment. La seule femme gagnante du lot des 4, Françoise Kogué, détentrice du ticket numéro 2. Elle part avec un paquet de feuilles de tôle. Je suis très contente. Je ne croyais pas à la loterie, mais aujourd'hui, j'ai cru. Merci à Franchise Immobilier. Elle profitera pour inviter les sceptiques à faire confiance au groupe Franchise Immobilier en acquérant chacun leur parcelle. Tour à tour, les autres participants ont reçu leur lot de consolation. Ils sont tous heureux pour l'initiative du groupe Franchise Immobilier. En témoignent les propos de Miskin Adé aussi. Je les remercie pour l'initiative parce que ça va amener beaucoup de gens vers eux et que prochainement ils auront plus de clients que ça. Clément Sostel Wourou remerciera pour finir tous ses clients. Il invite d'autres potentiels acquéreurs à se rapprocher du groupe Franchise Immobilier pour des parcelles à moins de coûts et sécurisées partout au Bénin.
Les jeunes leaders de la 15e circonscription électorale se sont réunis ce samedi pour parler du développement du Bénin. C'était au cours d'une séance d'information qui a eu pour thème décryptage de l'actualité, RAVIP et affaires de l'aéroport de Glodjigbe. Un thème qui a permis à ces jeunes de sensibiliser la population de la 15e circonscription électorale sur l'importance du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP. Ces derniers ont également rassuré la population sur le fait que la construction de l'aéroport de Glodjigbe sera une réalité, tout en invitant le peuple à ne point suivre certains politiciens qui désapprouvent les actions du chef de l'État. On écoute le porte-parole des jeunes leaders de la 15e circonscription électorale, Aubin Adoukonou. Nous avions compris que toutes les fois que le Bénin retrouve un président pour amorcer le développement des commerçants, des racoleurs politiques, des personnes qui n'ont que pour activité la politique, s'organisent pour nous détourner de notre chemin. C'est ce que nous avions compris. Après les nombreux efforts, après les chantiers constatés pourtant par le peuple, les chantiers de développement, après les réformes par rapport à l'énergie dans les écoles, ils ont voulu mettre le pays à saut parce qu'en réalité, leur plan numéro 1, c'était de créer de la fronde sociale. Les travailleurs ont compris. Et la plupart ont voulu qu'il y ait tout au moins le dialogue social. Donc nous sommes venus ici pour faire l'analyse, pour dire à nos militants, pour dire au peuple, pour dire à nos papas, que l'homme là, qui avait vu Soglo mauvais, et qui est revenu voir Yahi Boni mauvais, et qui s'est appuyé sur Patrice Talon pour obtenir tout ce qu'il a comme bien aujourd'hui, nous sommes en train de le suivre. Le message que nous avions, c'est de dire aux Béninois de rester sereins. Le développement amorcé par le président Patrice Talon ira à son terme. Dans les 5 ans, nous ferons beaucoup de choses. Nous allons évaluer que les hommes politiques, que ceux qui se disent politiciens, que les démarcheurs politiques les laissent nous observer. La Commission électorale nationale autonome Sénat a organisé les 25 et 26 janvier dernier un atelier d'évaluation du code électoral à l'issue des 3 dernières consultations électorales. Il a été essentiellement question de faire ressortir les forces et faiblesses du code électoral après son application lors de ces différents scrutins. Les insuffisances relevées seront prises en compte pour l'amélioration du code dans la perspective d'avoir de futures élections transparentes et juste. Suivons ici un extrait à ce propos. Nous avons estimé à la Sénat que ce séminaire pouvait être utile parce que nous avons estimé qu'après avoir expérimenté ce code électoral, il était nécessaire de faire le point. Le premier point que nous pouvons faire, c'est que effectivement le législateur a vu juste en instituant ce code électoral qui comporte de grandes avancées en matière de démocratie pour notre pays. Mais à côté de ces innovations, à côté de ces avancées, la mise en œuvre du code électoral a fait également apparaître un certain nombre de faiblesses, un certain nombre d'insuffisances qui ont fait l'objet de nos réflexions au cours de notre plénière, au cours des travaux en groupe que nous avons organisés. Et il est heureux de constater que nous avons mis l'accent sur ces insuffisances-là, sans pour autant remettre en cause les qualités et les innovations que nous avons révélées. Ce qui signifie que le code électoral est un instrument important qu'il ne faut pas abandonner, mais il faut chercher à l'améliorer pour davantage garantir la bonne organisation des scrutins dans notre pays. Nous n'allons pas garder, c'est le fruit de nos travaux dans nos tiroirs. Nous allons mettre ça à la disposition de tous les acteurs pour que chacun sache quel est le travail que nous avons abattu ici
et dans quelle orientation nous voulons que la Sénat organise des élections dans notre pays dans un peu plus de clarté, dans un peu plus de responsabilité. Le garde des Sceaux, à travers un arrêté ministériel, a pris le 22 janvier 2018, interdit l'émission et la diffusion des actes administratifs sur les réseaux sociaux. En cas de violation, les contrevenants s'exposeront à des sanctions administratives et pénales. Le juriste et administrateur Raoul Glessoubé, il s'est prononcé sur cette décision. On l'écoute. Je comprends en tant qu'acteur politique les préoccupations qui sont celles du gouvernement face à ces situations qui ne rassurent personne. Voyez-vous, les informations, dès qu'elles sont lancées, qu'elles soient bonnes ou fausses sur les réseaux sociaux, c'est difficile de les rattraper. Et je crois que c'est dans la perspective de corriger ces situations que le garde des Sceaux a dû prendre ses responsabilités sur ce plan-là. Mais ce que je vais dire, c'est deux choses. Première chose, le droit à l'information est un droit consacré par la Constitution de notre pays en son article 8. Mieux, c'est un droit qui est consacré par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples en son article 9, qui mieux dispose qu'en plus de ce que le citoyen a droit à l'information, il a la liberté de les diffuser par les canaux qui s'offrent à lui, bien entendu, suivant les textes et règlements en vigueur. Donc, du coup, il s'agira pour le gouvernement de concilier ce droit à l'information au sceau de confidentialité qui caractérise les actes administratifs. De mon point de vue, dès lors que l'acte est public, dès lors que la décision est prise et que l'acte est signé, il devient un acte public. Un acte public peut être diffusé par tous les moyens légaux. Quelles que soient les dérives qu'on observe sur les réseaux sociaux, aujourd'hui, on ne peut plus communiquer sans les réseaux sociaux. L'acte est revêtu du sceau de confidentialité et est susceptible d'être diffusé lorsqu'il est en préparation. Lorsqu'il est en préparation, l'acte est insusceptible d'être diffusé. Et quiconque dans l'administration prendra sur lui la responsabilité de diffuser une telle information alors que la décision n'est pas prise est en faute. Mais à partir du moment où l'acte est signé, il devient un acte public. Il devient un acte public parce que dès lors que l'acte est signé, il est notifié à qui de droit. Parce que celui à qui l'acte est notifié peut diffuser dans la presse. D'autres agents, que l'acte gênerait, pourraient prendre sur eux la responsabilité de les diffuser. Bon, dès lors que, parce que c'est ça l'acte public. Un acte administratif est un acte public. Dès lors que l'acte est pris, ce n'est plus revêtu du sceau de confidentialité. Ça devient un acte public et tout le monde y a accès. À Addis Abeba, en Éthiopie, se poursuit le 30e sommet de l'Union africaine. Et le président rwandais Paul Kagame succède officiellement à Alpha Condé à la présidence tournante de l'organisation panafricaine et il hérite aussi de l'agenda riche en crise à régler. Ce dimanche 28 janvier, c'était la journée mondiale contre la lèpre, une maladie infectieuse qui touche les nez, la peau et les muqueuses. Madagascar fait partie des 15 pays au monde les plus touchés par cette maladie, avec 2000 nouveaux cas par an. Prise à temps, la maladie se soigne, mais la stigmatisation reste un frein à l'accès aux soins. Reportage. Arsou est arrivé dans ce centre de prise en charge de la lèpre à Fianarantsoa il y a 2 ans. Depuis, cette patiente malgache ne reçoit aucune visite de sa famille. Après la mort de ses parents, ses frères et sœurs l'ont chassée de leur maison. Ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est pas la maladie, mais c'est le fait qu'ils m'ont rejetée. C'est un mélange de honte, d'incompréhension et de peur. Je ne peux pas rentrer chez eux, ou si ça arrive, ils se dépêchent de laver le coussin ou la serviette juste après mon départ. C'est ma famille qui a le même sang que moi qui me fait ça. Désormais, la seule famille d'Arsou, ce sont les sœurs qui gèrent le centre ainsi que les autres pensionnaires. Pourtant, la lèpre est très peu contagieuse. Il faut des contacts répétés et prolongés avec des personnes atteintes pour l'attraper. Dans les années 60, la léproserie a construit un village pour accueillir les proches et lutter contre l'isolement des patients.
Mais aujourd'hui encore, la moitié de leurs 40 malades sont rejetés par leur famille. On a ici des grands-pères, par exemple, qui n'ont jamais de visite et ils demandent de rester ici jusqu'à la fin de leur jour. Par contre, les jeunes, nous, on les prépare à rentrer dans leur famille et dans leur village dès leur arrivée à l'hôpital parce qu'ils ont encore beaucoup de chances de refaire la vie. Lesaf vit au village avec sa femme et ses 3 enfants depuis le début de son traitement il y a 6 mois. Grâce au soutien de sa famille, il a pu être soigné avant d'avoir des séquelles graves. La famille de mon père m'a poussé à venir ici avant qu'il ne soit trop tard, vu qu'on a déjà eu des cas de lèpre dans la famille. Et moi, je n'ai pas fait le difficile. J'ai eu peur qu'on m'ampute. Souvent, les patients consultent trop tard, en cause la honte, la pauvreté, l'éloignement ou encore le manque d'hôpitaux. Et les conséquences sont irréversibles. À Madagascar, 2 malades de la lèpre sur 10 sont handicapés. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci pour l'attention et à demain.